Isabelle Job-Basile, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Denis Père, bonjour. Bonjour Nicolas. C'est un peu en pensant à vous que j'ai mis ces questions sur l'énergie. Vous êtes le président de Nature and People First et vous avez publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Christian Saint-Etienne, bienvenue. Merci. Représentant du Cercle des économistes. On se retrouvera à Aix les 3, 4 et 5 juillet prochains. Absolument. Et BFM Business, évidemment, sera très associé à cet événement. C'est le combien d'années ? C'est le 20e 25e. 25e anniversaire des rencontres d'Aix. Vous êtes professeur au CNAM, vous avez publié Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe chez Odile Jacob. J'espère qu'on aura le temps d'évoquer une chronique que vous avez signée le 15 mai dans les Échos, de MAGA à Maza. On verra la signification. Dit comme ça, personne ne comprend rien, mais vous verrez. Christian, 18,8% d'épargne. Est-ce que les épargnants sont en train de tuer l'économie française ? Bon, je vous pose la question avec de la manière la plus trash possible, je l'admets. Je pense qu'il y a deux réponses. La première, c'est que quand on épargne, c'est parce qu'on répond à un niveau d'insécurité massif. Et ce niveau d'insécurité massif est créé par la classe politique. Je ne suis pas le seul à la penser, mais si on nous arrivait le même phénomène qu'en Belgique, où ils n'ont pas eu de gouvernement pendant plus de 530 jours, la Belgique a boomé, nous, on serait à 5% de croissance. Hein, si on arrête les débats au Parlement sur le prochain impôt qu'on va devoir créer. Donc c'est une réponse à l'insécurité qui non seulement vient de la dissolution monstrueuse il y a un an, on l'a déjà dénoncé de nombreuses fois. Oh oui, de nombreuses fois. Mais néanmoins, ça reste une tâche sur les mandats de Emmanuel Macron. Mais le deuxième sujet qui est peut-être plus intéressant, c'est l'utilisation de cette épargne. On a plus de 600 milliards d'euros dans le livret A et le LDD. Oui. On cherche quelques dizaines de milliards d'euros pour accélérer le développement de l'industrie de défense et pour accélérer la réindustrialisation. Si on prenait 100 milliards sur ces fonds d'épargne qui de toute façon sont garantis, pas en une seule fois, mais progressivement au service d'une vraie politique de réindustrialisation et de réarmement, on aurait une bonne utilisation de cette épargne. Donc c'est à la fois une réponse au risque ambiant et le sujet qui est posé en France depuis 40 ans, pour ne pas dire plus, qui est la bonne utilisation de l'épargne. La piste d'utiliser l'épargne réglementée ou alors d'assouplir les contraintes prudentielles des assureurs pour essayer justement de drainer davantage d'épargne, non pas vers des produits qui ne financent pas l'économie, mais l'inverse, elle a été évoquée quand on a chiffré les efforts de défense. Isabelle Job-Basile, 18,8% d'épargne. Alors attention, il ne s'agit pas d'aller piquer l'épargne des retraités. J'ai lu ça sur Twitter depuis 6 heures du matin. Tout le monde est ulcéré à l'idée que comme il serait à l'origine de 2/3 de cet excès d'épargne, eh bien des choses en loose day se prépareraient pour aller leur voler leur pognon. Bon, c'est pas du tout le sujet. Il y aura certainement en 26 une question pour savoir s'il faut mettre les retraités à contribution, mais l'épargne, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a traditionnellement de toute façon 14,5%. Là où les Américains, c'est pas exactement les mêmes bases de calcul. Faut pas nécessairement comparer, mais quoi qu'il en soit, par rapport à la moyenne historique, on était plutôt sur 14,5, 15% de taux d'épargne. Donc c'est depuis la Covid. On était monté à 24%. Oui, alors parce qu'il y avait la consommation était réfrénée légèrement. Voilà, de manière un peu involontaire. Mais quoi qu'il en soit, et en plus il y a eu l'accumulation d'une surépargne durant toute cette période. On estime que c'est autour de 300 milliards qui n'a pas été dépensé, qui reste dans le stock d'épargne. Et depuis, on reste sur des niveaux d'épargne très élevés. Et si on regarde ce que nous dit l'INSEE, en fait, tout le monde épargne. C'est-à-dire même les ménages les plus modestes. Il y a 20% des ménages les plus modestes qui épargnent. Et là, je rejoins ce qu'a dit Christian. C'est probablement pour un motif de précaution, pour faire face à des coups durs dans un contexte très, très incertain. Et puis, ceux qui épargnent quand même le plus, ce sont les ménages aisés. C'est 60% des ménages aisés qui épargnent. Et puis là où on a eu la plus forte augmentation, c'est effectivement chez les retraités, où les gains de pouvoir d'achat
d'État qui ont été obtenus, notamment avec la revalorisation des retraites, eh bien, ces gains de pouvoir d'achat n'ont pas été consommés. Donc voilà. Alors après, il y a plusieurs. On a dit que le motif de précaution sur l'épargne, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles les ménages épargnent. Il y a la question des retraites. C'est vrai le manque de confiance, la peur de l'impôt, etc. Et puis il faut voir aussi dans la répartition des revenus, ce qui a beaucoup augmenté en termes de revenus, notamment en 2024, c'est les revenus du patrimoine. Et ces revenus du patrimoine, ils sont épargnés de manière assez systématique, notamment les revenus d'intérêt. Quand vous avez des revenus d'intérêt, par exemple en assurance vie, ils sont capitalisés, donc ils restent au niveau de votre stock d'épargne, au niveau de votre assurance vie. Et ça explique aussi pourquoi on a eu un taux d'épargne relativement élevé, mais avec la baisse des taux, progressivement, et c'est d'ailleurs ce que nous dit aussi l'INSEE, c'est que probablement on a atteint un point haut en termes d'épargne. Oui, probablement, oui, mais un point qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans. Non, alors ça ne veut pas dire qu'on va retrouver très rapidement les 15%, mais à tout le moins, peut-être qu'on est arrivé à ce pic d'épargne. On s'attend à un petit regain de consommation, surtout, et je trouvais ça aussi très intéressant sur l'INSEE, de dire qu'en fait, je crois que c'est les 3/4 des pertes de pouvoir d'achat qu'on a eu au moment de la poussée inflationniste en 2022-2023, eh bien on les a rattrapés au travers des augmentations de salaire. Donc aujourd'hui, c'est le salaire qui est par rapport justement aux revenus du patrimoine, qui est plus dynamique, et on sait que, notamment pour les plus modestes, qui ont une forte propension à consommer, eh bien ça laissera moins de place probablement à l'épargne. Alors l'INSEE d'ailleurs a constaté qu'en 2025, du fait du rattrapage de l'inflation par les hausses de salaire, certains ménages vont probablement entrer dans l'impôt sur le revenu. J'imagine là le politique qui nous écoute depuis 10 minutes, on vient de lui donner plein d'idées. Vous avez vu ? On a plein d'idées pour identifier où est l'argent. Oui, et comment... Et je rejoins sur l'utilisation de l'épargne. C'est pas encore le solde d'épargne, c'est comment on fait circuler cette épargne et qu'elle serve au financement de l'économie. Alors, ne pas dire... moi, quand j'entends dire que l'épargne dort dans les comptes bancaires, ça me hérisse un peu le poil. Vous avez vu quand même les encours de comptes bancaires, on doit être à 800 milliards d'euros, on n'a jamais vu ça. Certes, mais cet argent circule. C'est-à-dire, ça sert les banques pour faire crédit aux ménages, crédit aux entreprises. Donc, ça sert aussi au financement de l'économie. Mais à tout le moins, oui, il y en a une épargne qui dort sur des supports qui sont très sûrs parce qu'il y a une aversion au risque. Et comment on sort de cette aversion au risque des Français ? Et bien probablement par des phénomènes de garantie qui sont déjà offerts sur le livret A. Vous êtes de plus en plus nombreux à considérer que si on veut vraiment changer le réflexe de précaution de l'épargnant, il faudra qu'il y ait d'une certaine manière au moins une garantie sur le capital apporté, sur le capital, et pas les forme rendements. De garantie. Parce que tous les produits d'épargne où on a cherché à allonger en disant qu'on garantit je me souviens. C'est compliqué. C'est compliqué. Si tout d'un coup on met en risque le capital. Bon, on va pas poser la question qui dérange. Alors tout cet argent, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on va le chercher ? Parce que là... Non mais les gens, quelquefois, sont ulcérés quand ils réalisent qu'en 1 heure d'émission, on est capable de faire un tiers ou plus de la moitié de l'émission sur la fiscalité. Et comment aller chercher l'argent ? Oui, c'est juste une petite remarque. Si Denis, vous voulez rajouter quelque chose, une chose. Allez-y, Christian. Il ne faut pas oublier que sur les 1800-2000 milliards d'assurance vie, l'essentiel est investi en dette d'État. Donc ça finance aussi. Donc ça finance l'État. Donc c'est pour cela d'ailleurs que l'État s'est toujours opposé à ce qu'on cogne sur l'assurance vie, parce que c'est sa première source de financement. Les gens qui font de l'assurance vie ne savent pas qu'ils financent le déficit de l'État. Il faut le dire, pour que les gens soient au courant. Et le deuxième élément, c'est que si on voulait vraiment avoir une épargne intelligente, on l'a déjà dit ici dans cette émission X fois, des fonds de pension en complément de l'épargne en répartition, c'est la meilleure façon d'avoir de l'investissement à long terme. Évidemment. Donc, cette question du taux d'épargne, c'est à la fois la conséquence de politiques publiques et de la structuration de l'épargne dans notre pays, qui correspond d'ailleurs à des anciennes, avec un T, de notre histoire culturalo-politique, qui fait qu'on n'aime pas les placements à très long terme, qui sont pourtant la seule condition pour pour donner une certaine assurance de remboursement du capital d'une part, et d'autre part pour avoir une utilité pour le développement de l'économie. Et d'ailleurs sur l'assurance, je vais rebondir sur l'assurance vie. Effectivement, les fonds euros sont massivement investis en obligations.
milliards d'éléphants. en obligation, oui, 1500, 1600 en milliards, obligation d'État, mais c'est aussi parce que vous avez des contraintes réglementaires qui pèsent sur les assureurs, qui les obligent, puisqu'il y a une garantie sur le capital, sur ces fonds euros, et bien qui obligent quelque part d'investir dans ces obligations publiques. Alors même qu'on sait que l'assurance vie, c'est une épargne longue qui pourrait être probablement plus porteuse de risques. Donc la contrainte réglementaire aujourd'hui réfrène en fait cette capacité à pouvoir financer des investissements plus risqués sur le long terme, ou dont on a besoin aujourd'hui dans le cadre du financement de la défense. Vous n'êtes pas les premiers à dire que Solvabilité 2 mériterait d'être toiletté. Un petit nettoyage, on va dire. Denis Père, votre avis sur cette histoire d'épargne, et après on parlera justement de l'autre source de revenus possible. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je voulais juste rajouter effectivement qu'on n'a pas de fonds de pension en France et que cette épargne effectivement des retraités, elle pourrait être effectivement intelligemment utilisée pour financer l'économie, effectivement, et inciter beaucoup plus à financer à risque effectivement l'innovation dans la tech pour que la France soit un acteur majeur de l'IA, la transition énergétique, l'effort de défense, enfin tous les sujets qui sont aujourd'hui à l'agenda et qui sont largement sous-financés. Donc, il n'y a plus de mécanismes. Il y a eu des mécanismes intelligents. Par exemple, l'ISF PME était un mécanisme qui incitait effectivement à investir à risque dans les PME. Ah, mais revenons à l'ISF, tiens. Vous avez, alors oui, malheureusement, l'ISF risque de revenir, mais vous avez l'IFI aujourd'hui, vous n'avez aucune incitation à investir dans l'innovation, par exemple, à l'IFI, ce qui est dommage, très regrettable. Et puis globalement, on dit que la France épargne beaucoup, mais si on regarde, on a des comptes extérieurs qui sont déficitaires. Alors, oui. Donc ça veut dire qu'au global, au niveau macroscopique, on n'épargne pas assez. En fait, surtout, on a des épargnes publiques, et donc ça renvoie au redressement des comptes publics. Je dis toujours à Jean-Marc Daniel, ça fait partie des sujets qu'il aborde souvent, la France manque d'épargne. Et je dis à Jean-Marc, attention, quand les gens entendent la France manque d'épargne, ils ont comme référentiel souvent uniquement ce taux d'épargne. Mais c'est au global, en macro-éco, en ajoutant les trous publics, qu'effectivement, nous vivons au-dessus de nos moyens. En l'occurrence, quand on calcule le taux d'épargne, c'est par rapport aux revenus disponibles bruts et non pas par rapport au PIB. Bien sûr. Donc c'est quasiment moitié moins si on compte le revenu disponible par rapport au PIB. Je voulais terminer en citant Christian Parizeau, que vous connaissez bien, économiste présent souvent dans cette émission, qui disait « Oui, nous épargnons car c'est l'État qui dépense pour nous. L'État creuse les déficits et les Français épargnent inconsciemment. On délègue une partie de notre consommation à l'État avec la santé en tête. Et c'est dit comme ça, c'est assez explicite. Alors oui, il y a pas mal de sur comment faire pour le budget. Là, il y a encore pas mal de gens qui défendent l'année blanche. Il y a Agnès Verdier dans Les Échos aujourd'hui qui considère qu'il faut faire cette année blanche au moins sur les aides sociales, la rémunération publique et les pensions de retraite. Et puis je souligne que le Comité des finances locales a manifesté hier son refus absolu de toute coupe budgétaire. Les choses s'annoncent très sereines pour 2026, comme d'habitude. Et sinon, les sénateurs de droite et du centre ont défendu hier, d'après l'opinion, le fait que les pensions de retraite ne soient pas indexées en 2026. On ne va pas épiloguer sur ces sujets, on les évoque suffisamment souvent. Mais justement, il y a de l'argent chez les épargnants, il y en a chez les riches aussi, Denis Père. Il y en a dans les dividendes. Et évidemment, si on va le chercher, on aura réglé tous nos problèmes d'un coup d'un seul. Je pense que vous faites partie de ceux qui avaient réagi de la manière la plus virulente à cette fameuse taxe Zuckman. Vous êtes rassuré aujourd'hui? Oui, je suis rassuré. En même temps, moi, elle me parle énormément, puisque moi, j'ai vécu un ISF déplafonné sur des actions qui étaient illiquides, qui rapportaient rien, qui fluctuaient en permanence et qui risquaient de me mettre en faillite personnelle. C'est-à-dire, j'aurais été encore en France au moment de la bulle Internet, je faisais faillite. Je n'avais pas les moyens de payer l'ISF. Après avoir créé une start-up de tech qui était leader mondial, qui avait été cotée au Nasdaq, qui avait fait la meilleure IPO l'année de son introduction, qui nous avait valu avec mon associé d'être nommé Best Entrepreneur dans Business Week aux côtés de Steve Jobs et Steven Spielberg en 96. Et moins d'un an après, j'étais en risque de faillite personnelle parce que j'avais créé cette société en France. Donc on voit bien le délire absolu de cette situation. J'ai dû partir en Belgique pendant 10 ans, attendre le replafonnement de l'ISF pour revenir 10 ans après dans un pays un peu plus apaisé sur ces sujets-là. Alors, effectivement, on est face à la boîte à idées fiscale, le délire, le concours Lépine, avec toujours cette même idée de taxer les actifs non liquides, non générateurs de revenus, fluctuants en permanence. C'est une folie. Et l'idée ensuite de dire, oui, non, mais c'est pas grave, ils paieront en actions. Enfin, vous imaginez, le fisc français, jusqu'à dire, il s'invite autour de table de start-up. C'est juste impensable. C'est-à-dire qu'il y aura juste plus de start-up et d'investisseurs en France ce jour-là. Qui voudra avoir le fisc français à ses côtés comme actionnaire, avec des packs d'actionnaires d'une complexité invraisemblable, qui vont siéger au conseil d'administration d'une start-up de Mistralia ou de je ne sais qui. Enfin, c'est juste irréaliste, fou. Et alors, ce qui est encore plus choquant, c'est ce qui a été démontré par un certain nombre d'économistes
Sylvain Catherine en particulier, Oui, et même Gilles Raveau qui a confirmé, les calculs de Zucman sont juste faux. Je veux dire, Voilà. dire que les plus modestes payent 50% d'impôts parce qu'ils ont 200 € de revenus, 600 € d'aide sociale et ils payent la TVA à 20% sur les 800 € de dépenses, c'est faux. Enfin, je veux dire, le calcul est juste faux. Ils ne prennent pas en compte les 600 € d'aide sociale. Donc c'est juste complètement faux et on biaise les résultats avec ça. C'est-à-dire qu'on part d'une thèse qu'on veut démontrer, ensuite on biaise les chiffres, on tord les chiffres pour arriver à assurer sa démonstration. Donc on voit bien que ça ne tient pas sur toute la ligne. Ça ne tient pas sur toute la ligne. Donc c'est une folie et c'est d'ailleurs surprenant qu'il y ait même encore des hommes politiques français ou des médias qui accordent du crédit à ce que raconte Zucman. Enfin, ça n'a aucun sens. On a passé 48 heures pratiquement en début de semaine à décortiquer, mais alors en prenant le temps pour expliquer ce que vous venez de rappeler sur le calcul des 50% de prélèvement pour tous les Français, tandis que la poignée d'ultra-riches serait à 27%. En plus, c'était une façon de recycler les travaux de l'Institut des politiques publiques, mais en ne prenant absolument pas la base d'observation de l'Institut des politiques publiques, qui ne faisait qu'observer le 10e décile de la population et pas les 10 déciles. Donc effectivement, tout est bancal. Et pourtant, la phrase est simple et elle fait mouche. Et elle semble absolument incontournable et implacable quand elle est assénée à l'opinion publique. Et comme toujours, c'est facile d'asséner 10 mots et il en faut 150 ou 200 pour démonter les 10 premiers. C'est très compliqué. Moi, ça m'inspire vraiment. Isabelle Job-Bagil. Ça m'inspire une réflexion plus large sur les économistes. C'est de dire qu'en fait, c'est une science molle, l'économie, et que c'est très dépendant des hypothèses que l'on pose, qui doivent être discutées. Et malheureusement, oui, on est emporté par l'immédiateté et l'effet d'annonce, alors même qu'on a besoin de regarder vraiment tout le raisonnement qu'il y a derrière, qui dépend pas mal des hypothèses qui ont été faites. Ça me rappelle le précédent rapport du corps avant la réforme. Il y avait tellement d'hypothèses que chaque point de vue réussissait à trouver une hypothèse dans le rapport du corps qui lui permettait de dire qu'il fallait réformer ou qu'il ne fallait pas réformer en s'appuyant sur le rapport du corps. Oui, et là, effectivement, on est. Voilà, et puis on ne regarde pas les impacts. Enfin, je veux dire, on ne regarde pas les impacts macroéconomiques, les effets de bord qui peut y avoir. Donc voilà, on est plutôt de l'ordre du dogmatisme plutôt qu'une vraie analyse un peu exhaustive des mesures proposées. Oui, mais on continue à faire croire que si on taxe les riches, on apporte une solution au problème du pays. Totémique, avec en plus cette idée que ce truc-là allait rapporter 20 milliards d'euros, ce qui a été par le menu décortiqué il y a 48 heures par Agnès Vardier pour dire qu'au mieux, on serait peut-être, parce qu'il faut retrancher ce que l'IS a déjà pris, et on serait à 2 ou 3 max. Quoi. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pavlovien chez certains économistes, c'est pavlovien. Dès qu'il y a un problème, la solution, c'est de taxer les riches. Donc, Ah oui, c'est vraiment la recette de gauche. C'est la recette de gauche. C'est quand même Eva Sass et Clémentine Autain qui portaient la proposition de loi en reprenant les propositions de Gabriel Zucman. On a une minute, je vous fais réagir à la question, mais on reprendra juste après. Mais la taxe Zucman existe déjà, en fait. Bien sûr. Elle a été mise en œuvre il y a quelques années. C'est ce que je recherchais tout à l'heure, c'est la taxe française sur les yachts de plus de 30 mètres. Ah oui. Cette taxe devait rapporter 10 millions d'euros. En réalité, elle a rapporté 60 000 euros. Pourquoi ? Parce que les yachts sont partis. Ben oui. Donc c'est la même chose pour tous ces impôts complètement délirants qui doivent théoriquement taxer les riches. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un riche ? À 60% aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a créé son entreprise et qui l'a développée. Bon. On peut dire que Bernard Arnault est riche. Il a commencé en faisant des choix judicieux dans le rachat de certaines entreprises, mais ensuite il a développé un groupe mondial. Quand on regarde les impôts payés par Bernard Arnault, s'il y avait 100 riches comme Bernard Arnault en France, il n'y a plus de déficit public. Donc c'est la même chose que sur les yachts. Si vous taxez les riches, c'est la poule aux œufs d'or. Vous lui ouvrez les entrailles une seule fois, mais une fois que vous avez extrait les œufs d'or, il n'y a plus de poule aux œufs d'or. On marque une pause. Voilà. Donc, mais on n'arrive pas à sortir en France de l'extermination des poules aux œufs d'or.
Et d'ailleurs, c'était Éric Lombard qui avait dit attention, à un moment de la taxe Zuckman, attention quand même de ne pas inciter les poules aux œufs d'or à quitter le poulailler. Mais Gabriel Zuckman, face à ce que vous dites, est arrivé en affirmant qu'il avait des quantités d'enquêtes économiques empiriques prouvant que l'exil fiscal était presque du fantasme et que c'était un épiphénomène. On a vu que c'était pas nécessairement le cas. On marque une pause. Parce que, on a un exemple concret ici. J'ai pas que la taxe Zuckman, j'ai aussi un outil anti-optimisation qui va arriver. Alors là, ça a vraiment le parfum de l'ISF canal historique. Alors vous savez que les Italiens à Milan, les Belges à Bruxelles sont très heureux de toutes les taxes sur les riches. On marque une pause.